Bonjour, aujourd'hui on est en tenue un peu décontractée parce qu'on est dans mon jardin, on est chez moi. Je vais vous parler de mon potager, je vais parler des relations entre les différents éléments d'un système vivant et on va parler d'un mot que je trouve intéressant qui est l'holobionte. Voilà donc ce potager. On a ici, je commence par ce dont je suis très fier, c'est des piments. Vous avez des courgettes, là vous avez des tomates, là il y a du cornichon qui commence à sortir, il y a des plants de poivrons. Que tu vas voir des fruits, oui, si tu veux voir un concombre, il y en a un qui est là. Et vous la voyez, l'abeille là qui est rentrée, hein, à sortir. Elle est en train de polliniser. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Il y en a deux même. Pourquoi? Parce que j'ai plein de vie. Je vais vous montrer ça ici. On connaît le principe des dépendances dans les milieux naturels. On a le potager là avec ses légumes qui grandissent. On a ici cette mare que j'ai creusée. On voit beaucoup de plantes locales. Ça c'est le myosotis des marais. Ça, c'est une menthe aquatique. Ça, le rose, c'est de la salicaire. Et puis, on a alors des nénuphars, bien sûr. Le bugle rampant, qui est une fleur locale encore, très jolie. Elle fleurit plutôt au printemps. Et ça, c'est la famille des papyrus. C'est un lèche. Les pollinisateurs et les oiseaux viennent ici et boire. C'est vraiment un endroit où j'ai vu beaucoup de biodiversité s'installer. Ça joue, ça a des effets sur le potager qui est à côté. Et si on regarde juste derrière moi, on voit l'enclos des poules. Quand j'ai trop d'algues dans ma mare et que je les mets aux poules, elles sont très contentes. Elles vont amener de la fiente qui va aller au potager. Ça me permet de pailler également. Toute la paille des poules me permet d'amener ce paillage pour le potager et garder l'humidité du sol. Donc on sait déjà que les systèmes se nourrissent les uns les autres. Je peux montrer un autre exemple là avec un poirier. Là, j'ai un jeune poirier que j'ai planté il y a quelques années. Ce poirier, il était attaqué par les pucerons. Et c'est un fruit qui est assez vulnérable aux pucerons. Et je me demandais comment faire, est-ce qu'il fallait que je mette des produits chimiques et tout. Et en fait, c'est un de mes fils qui m'a demandé de ne pas toucher aux orties qui étaient là. C'est le lieu de nidification d'un paquet d'insectes, dont les coccinelles. Et ce que j'ai vu plusieurs années de suite, c'est que des larves de coccinelles qui avaient grandi ici, qui étaient nées ici, elles traversaient juste là, elles faisaient 2 mètres. Et elles venaient là, elles avaient plein de pucerons à bouffer. Et donc, ça m'a réglé le problème des pucerons sans aucun traitement autre que ça. On a vu les éléments physiques, le potager, la mare, la poule, le poirier. On a vu les dépendances entre elles. On connaît aussi très bien déjà le microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est tous ces micro-organismes. Alors quand on prend un corps humain, comme le mien, il y a 37 000 milliards de cellules qui sont mes cellules de mon papa et ma maman qui ont fait un œuf et cet œuf, il s'est multiplié. Et aujourd'hui, 37 000 milliards de cellules constituent mon corps humain. Ce sont les bactéries largement en majorité dans le système digestif qui nous aident à digérer, à casser les aliments et aussi à favoriser la sécrétion de la sérotonine ou d'autres neurotransmetteurs qui sont des éléments très importants dans le dialogue entre les neurones de différents aspects, de différents morceaux du système nerveux. Presque tous les organismes pluricellulaires, et même certains organismes unicellulaires, vraiment une seule cellule, ils travaillent en microbiome, c'est-à-dire ils travaillent avec d'autres organismes qui ont un patrimoine génétique différent et en symbiose, en alliance. Finalement, moi, avec mes cellules humaines, je ne suis qu'une partie de moi avec tout mon microbiome. Il y a un tout qui est plus grand que ma simple nature biologique humaine. C'est un peu comme la vision d'une société. Une société, on peut l'avoir de 2 manières. On peut dire que c'est une somme d'individus, et voilà ce qui fait la société. Ou on peut dire, comme dans d'autres cultures, la Chine où j'ai vécu quelques années, on pense assez souvent qu'un individu, c'est qu'un morceau de la société. Et bien l'holobionte, ça va nous amener à réfléchir comme ça, en prenant l'analyse de toutes les traces de vivant qu'on a dans un endroit. Alors cet endroit, c'est quoi? Ça peut être un petit morceau de la terre de mon potager, ça peut être quelques gouttes d'eau de ma mare, ça peut être la feuille d'un arbre. Cet objet, on va le prendre et on va analyser toutes les traces génétiques qu'il y a dedans. Et donc il y a tous les micro-organismes dont je parlais tout à l'heure, les organismes archéens, les bactéries, tout ça. Il y a des bouts de feuilles de concombre, donc voilà, on voit du concombre. Il y a le poil d'un chat qui est passé là, qui chassait un rongeur, qui était peut-être un surmulot. Alors lui, il est toujours caché sous la terre, je le vois jamais, mais il y a des traces génétiques, il a laissé des excréments et on retrouve ça. Donc par des analyses de type génétique aujourd'hui,
On va beaucoup plus profondément dans une vision complète de la présence du vivant dans un endroit donné. Et cette présence, on en mesure des côtés invisibles en fait. On étudie de plus en plus les bactéries et on se rend compte de capacités parfois étonnantes. Par exemple, il y a des bactéries qui sont sensibles au champ magnétique. Et ça, on se dit que c'est peut-être là que se trouve la réponse à la question comment font les oiseaux migrateurs pour s'orienter. On sait qu'ils sont sensibles au champ magnétique, on n'a pas bien compris comment, ou bien les tortues aussi. Eh bien, certaines des bactéries qui sont fixées dans ces animaux pourraient les renseigner sur le champ magnétique. Ça donne une idée de la puissance de ces relations. Donc avec l'holobionte, on doit un peu remettre en cause la notion d'individu, j'ai envie de dire souverain, c'est-à-dire autonome, coupé du reste. Moi et mes 40 milliards de cellules de mon papa et ma maman. Il faut remettre ça en cause et non plus penser seulement la génération, un papa et une maman font un œuf qui fait un enfant, qui fait un adulte, mais penser à un assemblage. Un assemblage qui tisse des relations très étroites jusqu'à devenir une intégration évolutive. C'est-à-dire que les deux organismes qui sont génétiquement différents vont évoluer de concert vers une symbiose toujours plus utile. Parlons maintenant des plantes. Alors les plantes, c'est beaucoup au niveau de leur système racinaire, donc dans le sol, qu'il y a une symbiose et des relations entre des micro-organismes et des organismes visibles comme la plante, qui sont très importantes, vraiment très importantes. On appelle ça la rhizosphère. Il y a des gens qui font des recherches sur la résistance des plantes à la sécheresse ou à des attaques de ravageurs. Hein. Et donc, généralement, ils vont dans des champs après une grande sécheresse, par exemple, et ils repèrent les rares survivants. Dans une logique individualiste, on dirait ce plant-là de carottes, il est résistant, donc je le prends et je le sélectionne parce que c'est lui le costaud. Mais dans une nouvelle approche plus holobiontique, on va se dire qu'on va prendre toute la rhizosphère. Donc je vais prendre le plant et tout le sol qui y a autour. Et en analysant ça, bingo, on se rend compte que souvent, ce sont les bactéries qui étaient autour de ce plant qui l'ont aidé à survivre en fait. C'est pas l'individu qui était fort, c'est l'individu et sa rhizosphère. Si on élargit, on pense plus seulement à un animal, un individu, et puis ce qu'il y a dans ses racines et tout, mais on prend des environnements plus larges. Parlons un peu des récifs coralliens. Vous savez tous qu'il y a un terrible phénomène de blanchissement qui les condamne. Ce blanchissement, c'est quoi? C'est un micro-organisme qui s'appelle zooxanthelle et qui, placé sur le corail, joue un important rôle photosynthétique et donc nourrit le corail. Malheureusement, quand il a trop chaud, il commence à générer des radicaux libres qui sont toxiques pour le corail et le corail l'expulse. Donc c'était une relation symbiotique qui fonctionnait et qui tout à coup devient incompatible et se déchire, comme un travail d'équipe où ça ne marcherait plus et l'équipe explose en vol. La décomposition, alors ça ne nous fait pas du tout rêver, la décomposition, on pense à de la pourriture, on pense à des choses qui sentent mauvais, c'est à ça qu'on pense et pourtant c'est vraiment fondamental. Et là, vous avez vu ce jardin dans lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ai appris beaucoup de choses et j'en découvre encore tous les jours, c'est merveilleux, toutes ces relations. Eh bien, j'en ai pris conscience par la décomposition. En fait, j'ai commencé par faire un compost et j'ai été émerveillé par la magie du compostage. Émerveillé parce qu'on voit les conditions, mais on ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que c'est des micro-organismes. Il y en a certains qu'on voit, les vers de terre et les cloportes, par exemple, qui cassent le bois, hein, mais les autres, on ne les voit pas. Et on voit, semaine après semaine, mois après mois, ce magnifique compost se faire. Ce compost m'a permis de comprendre le travail d'équipe qu'il y a entre tous ces différents micro-organismes et qui, ensemble, se sont alliés pour une mission. Alors, ce n'est pas la plus glamour des missions, la décomposition. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager de mes découvertes sur l'holobionte. C'est ne pas se concentrer uniquement sur les individus, mais regarder les choses plus largement. C'est s'intéresser à des tout petits organismes, peut-être très fragiles, invisibles, mais qui font un travail énorme. Et puis c'est surtout, identifier les coopérations, identifier le travail d'équipe à l'œuvre au sein de la nature pour vivre ensemble. Dans le prochain épisode, nous regarderons qu'est-ce que ça peut signifier pour les entreprises et pour la vie économique. Car comme vous le savez, Tech4Life se préoccupe de
d'aider les organisations à se rendre compatibles avec le vivant, c'est-à-dire à travailler leurs liens pour que dans la durée, elles prospèrent alors que le vivant prospère.